Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain et vous avez bien raison. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, ce dimanche du 17 novembre 2024, les Gabonais approuvent le projet de la nouvelle constitution à près de 92% des voix. Les résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle, mais à l'évidence, le président de transition, le général Brice Oligui Nguema, est en passe de gagner son pari et d'organiser les élections l'année prochaine. Au Sénégal, le parti du président Faye, Bassirou Diomaye Faye, rafle la mise dans les élections législatives anticipées. Le président va pouvoir mettre en pratique son programme gouvernemental avec une majorité parlementaire qui lui est favorable. À Maurice, le nouveau Premier ministre a prêté serment. Navin Ramgoolam s'est engagé à redresser l'économie du pays. Bienvenue encore. Les Sénégalais ont voté ce dimanche aux législatives et qui, selon le président, espère le président Bassirou Diomaye Faye, lui donneront une majorité claire et des moyens de mettre en œuvre son programme de réformes ambitieux. La période de campagne houleuse a ravivé les inquiétudes quant aux troubles provoqués par des affrontements entre rivaux politiques, parfois de façon violente. Le pays a connu certaines des pires violences politiques de l'histoire récente à l'approche de l'élection présidentielle du mois de mars dernier. Nous en avons parlé largement ici. Vous vous en souvenez. Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8 heures et ont fermé à 18 heures. Plus de 7 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes électorales avec la possibilité justement de voter pour des candidats à l'Assemblée de 165 sièges en choisissant parmi 41 partis ou autres entités enregistrées. Les principales priorités des électeurs sénégalais sont l'emploi et l'économie, comme un peu partout ailleurs d'ailleurs, alors que l'inflation a réduit les moyens de subsistance et que la population jeune et croissante du pays a du mal à trouver un emploi. Beaucoup sont impatients de changement. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, a promis d'aider, mais son gouvernement est aux prises avec une croissance plus lente que prévu et un déficit budgétaire qui s'aggrave. En septembre, un audit gouvernemental a révélé que la dette et le déficit budgétaire du Sénégal était bien plus important que ce que l'administration précédente avait annoncé, provoquant une spirale de crise budgétaire. Un programme du FMI, le Fonds monétaire international, de 1,9 milliard de dollars, convenu en juin 2023, est suspendu depuis la découverte. Pour mettre en œuvre les réformes, le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko espère obtenir une majorité claire à l'Assemblée nationale. La principale menace qui pèse sur les ambitions de son parti, PASTEF, réside dans l'alliance inattendue de deux partis d'opposition, dont le Parti de la République, APR, dirigé par l'ancien Premier ministre Macky Sall. L'ancien président de l'ancien Premier ministre de Macky Sall. La course comprend également deux coalitions d'opposition plus petites, celui dirigé par le maire de Dakar, Barthélémy Dias, s'est hérité aux partisans du PASTEF. Selon les résultats partiels, ce soir,
du dimanche 17 novembre, le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye, revendique la victoire et, chose inattendue, ses principaux rivaux l'ont déjà félicité, ce qui est évidemment un signe de maturité politique. Maurice Navin Ramgoolam a prêté serment mercredi en tant que Premier ministre pour son 4e mandat, une décennie après son dernier départ du pouvoir, suite au triomphe spectaculaire de sa coalition lors des élections générales. Sa coalition, l'Alliance du Changement, ADC, a remporté une écrasante majorité de 60 des 62 sièges de l'Assemblée nationale, avec 62,6% des voix lors du scrutin de dimanche dernier. Ramgoolam a prêté serment lors d'une brève cérémonie à la State House, la résidence officielle du président de la République, devant une sélection de législateurs, de diplomates étrangers et de hauts fonctionnaires. Ramgoolam, 77 ans, qui a été Premier ministre de 1995 à 2000 et de 2005 à 2014, a ensuite déclaré aux journalistes que le pays avait voté avec colère et qu'il comptait la transformer en résultat positif. Il existe une communion entre nous et le peuple. Nous travaillerons pour sortir le peuple de l'enfer, a déclaré le nouveau Premier ministre. En 2006, Ramgoolam a lancé un programme visant à réduire la bureaucratie et à simplifier les impôts afin de diversifier l'économie de 10 milliards de dollars du tourisme, du textile et des exportations de sucre. Depuis lors, ce pays d'environ 1,3 million d'habitants, qui se présente comme un lien entre l'Afrique et l'Asie, est devenu un centre financier offshore et a été régulièrement classé comme l'endroit le plus facile pour faire des affaires en Afrique par la Banque mondiale. Même si l'année dernière, l'archipel de l'océan Indien a atteint une croissance économique de 7%, la popularité du Premier ministre sortant semble avoir été gravement ébranlée par la crise du coût de la vie et les allégations de corruption. Le mois dernier, le Premier ministre en poste depuis 2017 a négocié un accord permettant à la Grande-Bretagne de céder les îles Chagos tout en conservant la base aérienne américano-britannique Diego Garcia. Les électeurs du Somaliland sont rendus aux urnes mercredi pour élire leur prochain président. Un vote est considéré comme crucial alors que la région autoproclamée indépendante de la Somalie fait pression pour une reconnaissance internationale. Pendant plus de 3 décennies, le Somaliland a fonctionné comme un État autonome, mais sans reconnaissance formelle d'aucun pays du monde. L'obtention de ce statut pourrait ouvrir les portes à la finance internationale et alléger les restrictions pour ces 6 millions d'habitants. Stratégiquement situé près de l'entrée de la mer Rouge, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991. Cependant, son statut non reconnu offre des opportunités limitées, même si le pays a développé ses propres institutions. Mais les récentes mesures diplomatiques et l'évolution du paysage politique pourraient amener la reconnaissance à ce territoire de la Somalie. Un aspect clé de la stratégie du Somaliland est un accord de principe avec l'Éthiopie voisine, un pays enclavé qui aspire à un accès à la mer. En janvier, le Somaliland et l'Éthiopie ont signé un accord préliminaire accordant à Addis Abeba l'accès à la côte du Somaliland en échange d'un soutien diplomatique. Le gouvernement du Somaliland prévoit de finaliser cet accord après les élections de mercredi
quel que soit le résultat. Nous finaliserons l'accord après les élections, quel que soit le vainqueur, a déclaré Mohamed Ali Mahamoud, représentant du Somaliland au Kenya, ajoutant que les deux candidats soutiennent le mémorandum. L'accord avec l'Éthiopie a déjà affecté les relations régionales, mettant à rude épreuve les liens de la Somalie avec Addis Abeba. L'Éthiopie, qui contribue largement à la force de maintien de la paix somalienne contre les militants islamistes d'Al-Shabaab, se retrouve désormais plus proche de la cause du Somaliland. Les tensions ont poussé la Somalie vers une relation plus collaborative avec les rivaux historiques de l'Éthiopie, comme l'Égypte et l'Érythrée. Le président Muse Bihi Abdi, qui dirige le Somaliland depuis 2017, brigue un second mandat face au principal candidat de l'opposition, Abdelrahman Siro. Initialement prévues pour 2022, les élections ont été retardées après que les députés ont prolongé de 2 ans le mandat du président. Même si les candidats divergent sur certaines questions intérieures, tous deux soutiennent la poursuite de percées diplomatiques, notamment avec l'Éthiopie. Un changement de leadership américain est également considéré comme un catalyseur potentiel pour les efforts de reconnaissance du Somaliland. Les responsables du Somaliland sont optimistes quant à l'approche de la nouvelle administration Trump, espérant qu'elle remettra en question la position de longue date des États-Unis sur la souveraineté de la Somalie sur le Somaliland. Nous espérons que la nouvelle administration défiera la partie de la politique américaine traditionnelle, indique le représentant du territoire au Kenya. Plusieurs anciens responsables du département d'État qui ont travaillé sur la politique africaine pendant le premier mandat de Donald Trump ont exprimé leur soutien à la reconnaissance du Somaliland. L'élection elle-même a été saluée comme une démonstration de la maturité démocratique du Somaliland, en particulier par rapport aux conflits et aux luttes politiques en cours en Somalie. Mohamed, représentant du Somaliland au Kenya, a souligné le système multipartite du Somaliland comme preuve de son engagement démocratique. Et cette élection compétitive et multipartite est la preuve des références démocratiques du Somaliland, a-t-il insisté. Les électeurs gabonais ont approuvé la nouvelle constitution à une majorité écrasante de 91,80% des voix, selon le ministre de l'Intérieur, qui l'a déclaré à la télévision d'État ce soir du 17 novembre 2024. S'exprimant justement à la télévision d'État, le ministre Herman Imongol a déclaré que le taux de participation était estimé à 53,50%. Pour le oui, 416 983, ce qui correspond à 91,80%. Pour le non, 37 302, ce qui correspond à 8,20%. Il convient de signaler que le taux de participation observé s'élève à 53,54%. Je vous remercie. Le général Brice Oligui Nguema, président par intérim, chef de la transition, a présenté le scrutin de samedi comme un signe de l'engagement du gouvernement en faveur d'une transition démocratique provisoirement prévue pour l'été 2025. Si aucune province ne place le oui à moins de 80%, il réalise ses scores les plus faibles dans celle de l'Ogooué-Maritime, la plus frondeuse du pays, et dans celle de l'Estuaire, là où se trouve Libreville, la capitale, avec respectivement 83% et 85% des suffrages seulement. C'est en revanche dans Olé-Neb, une région autrefois acquise à l'opposition, qu'il réalise son meilleur
résultat avec 98% des voix. Les débats avaient pourtant semblé plus équilibrés durant la campagne, de nombreux opposants reprochant à la nouvelle constitution d'être taillée sur mesure pour l'homme fort du régime depuis le coup d'État du 30 août 2023, à savoir le général Brice Oligui Nguema. Du côté des observateurs de la société civile, ceux du réseau ROC ont rendu leurs conclusions préliminaires après avoir surveillé plus d'un tiers des bureaux de vote du pays. Ils n'y ont relevé, selon eux, aucun incident majeur ni aucune fraude massive. Les résultats définitifs seront annoncés par la Cour constitutionnelle, a indiqué le ministre de l'Intérieur. Le projet de constitution qui propose des changements radicaux susceptibles d'empêcher le régime dynastique et le transfert du pouvoir avait besoin de plus de 50% des voix exprimées pour être adopté. Je vous propose d'écouter un partisan du oui et un partisan du non qui justement justifient leur choix de vote. J'ai voté oui parce que la Constitution nous ramène dans les dispositifs réels de la démocratie. Un, nous sommes revenus au scrutin à 2 tours. Deux, il n'y aura plus de succession dynastique. 3, on a enlevé un Premier ministre qui n'était qu'un primus inter pares, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un d'inutile. La principale disposition qui moi, m'a obligé à voter non, et d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai appelé le plus grand nombre à voter non, c'est le régime hyper présidentialiste qu'on nous impose dans cette constitution avec un président roi. Un président roi, ça veut dire un président qui a entre ses mains tous les leviers de la nation. Il est en même temps chef de l'exécutif, chef du législatif et chef du judiciaire. Ça, on ne peut pas l'accepter. Le chef politique de l'ONU a accusé mardi les alliés des forces militaires et paramilitaires en guerre au Soudan d'avoir permis le massacre qui a tué plus de 24 000 personnes et créé la pire crise du département au monde, de déplacement au monde. C'est inadmissible, a déclaré Rosemary DiCarlo au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est illégal et cela doit cesser. Elle n'a pas nommé les pays qui financent et fournissent des armes à l'armée soudanaise et aux forces paramilitaires de soutien rapide, mais elle a déclaré qu'ils ont la responsabilité de faire pression sur les deux parties pour qu'elles œuvrent à un règlement négocié de la guerre. Le mois dernier, les forces de soutien rapide ont saccagé la province de Gézira, attaquant des villes et des villages, tuant des dizaines de personnes et violant des femmes et des filles, selon l'Organisation des Nations Unies. DiCarlo a déclaré au Conseil que les organisations non gouvernementales affirment que ces attaques ont été marquées par certaines des violences les plus extrêmes des 18 derniers mois. Elle a fermement condamné les attaques continues des forces de soutien rapide contre les civils et a déclaré que l'ONU était également consternée par des attaques contre les civils perpétrées par les forces affiliées aux forces armées soudanaises dans la région du Khartoum. DiCarlo a déclaré qu'il était grand temps que les forces rivales viennent à la table des négociations, mais elle a déclaré que les deux parties semblaient convaincues et qu'elles pouvaient gagner sur le champ de bataille et que cela était alimenté par le soutien extérieur et les armes. Alors que la fin de la saison des pluies approche, les parties continuent d'intensifier leurs opérations militaires, de recruter de nouveaux combattants et d'intensifier leurs attaques, a-t-elle déclaré. Cela est possible grâce à un soutien extérieur considérable, notamment un flux constant d'armes vers le pays. DiCarlo a appelé à une action internationale renforcée pour protéger les civils et promouvoir les pourparlers.
Elle a déclaré que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Soudan, Hamdan Hamraha, envisage la prochaine phase de son engagement avec les parties belligérantes, y compris une autre série de pourparlers de proximité axés sur les engagements liés à la protection des civils. L'armée soudanaise a boycotté en juillet les pourparlers indirects à Genève, en Suisse, visant à stimuler l'aide humanitaire et à entamer des pourparlers de paix malgré les appels internationaux à y participer. Les FSR, quant à elles, ont envoyé une délégation à Genève. Di Carlo a déclaré que l'AMAMRA se rendrait au Soudan et dans d'autres endroits de la région dans les semaines à venir pour rencontrer les principales parties prenantes afin de discuter d'une nouvelle tentative de pourparlers. Hamesh Hajazangiran, directeur de la coordination du Bureau humanitaire des Nations Unies, a déclaré au Conseil de sécurité que les atrocités choquantes à Gezira et les combats au Darfour occidental et au Darfour du Nord poussent davantage de personnes à fuir. Depuis avril 2023, plus de 11 millions de personnes ont fui leur foyer, dont 3 millions vers les pays voisins, a-t-il déclaré. Le mois dernier, 58 000 personnes en provenance des deux États du Darfour ont traversé la frontière vers le Tchad voisin, qui accueille désormais plus de 700 000 réfugiés, a-t-il indiqué. Haja Singam a déclaré que les combats continuent de s'intensifier autour de la capitale du Nord, Darfour, El Fasher, la seule capitale du Darfour auquel les forces de soutien rapide ne contrôlent pas. Au mois de juillet, les experts de l'AFAN ont confirmé les conditions de famine dans le camp de déplacés de Zamzam situé à proximité. A déclaré que récent examen nutritionnel effectué dans le camp a révélé qu'environ 34% des enfants souffraient de malnutrition, dont 10% souffraient de malnutrition sévère. Et nous observons désormais des indications troublantes selon lesquelles l'aggravation de l'insécurité alimentaire s'étend à d'autres régions, avec des rapports ces dernières semaines faisant état de niveaux de faim particulièrement alarmants dans le sud du Kordofan, a-t-il indiqué. Je ne saurais trop insister sur la gravité de cette situation, a déclaré Haja Singam, exhortant la communauté internationale à prendre bien évidemment des mesures immédiates. Dernier dossier de cette édition. Les islamistes de Boko Haram ont tué 17 soldats tchadiens lors d'une attaque du week-end contre un poste militaire qui a également fait 96 morts parmi les assaillants dans l'ouest du pays, selon l'armée tchadienne. L'attaque dans la région du Tchad, dans la région du lac Tchad, a eu lieu samedi. A déclaré dimanche soir le porte-parole de l'armée, le général Ishaq Hachek, à la télévision nationale, sans toutefois fournir plus de détails. La région du lac Tchad a été en proie cette année à de fréquentes attaques d'insurgés, notamment de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Elle a ravivé les craintes de violence après une période de paix suite à une opération réussie lancée en 2020 par l'armée tchadienne pour détruire les bases des groupes extrémistes. Le mois dernier, 40 soldats ont été tués lors d'une attaque contre une base militaire, ce qui a poussé le président Mahamat Déby Itno à lancer une opération visant à déloger les militants de Boko Haram du lac Tchad. En mars, une attaque imputée par le gouvernement à Boko Haram a tué 7 soldats. Boko Haram, qui a lancé une insurrection il y a plus de 10 ans contre
l'éducation occidentale et cherchait à établir la loi islamique dans le nord-est du Nigeria. L'insurrection s'est étendue aux voisins d'Afrique de l'Ouest, notamment au Cameroun, au Niger et donc au Tchad. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 17 novembre 2024. Je vous en rappelle les grandes lignes. Les Gabonais approuvent le projet de la nouvelle constitution à près de 92% des voix. Les résultats doivent être validés par la Cour constitutionnelle, mais à l'évidence, le président de transition, le général Brice Oligui Nguema, est en passe de gagner son pari d'organiser les élections l'année prochaine. Au Sénégal, le parti du président Bassirou Diomaye Faye rafle la mise dans les élections législatives anticipées. Le président et son gouvernement vont pouvoir mettre en action leur programme gouvernemental avec une majorité parlementaire qui leur est acquise. À Maurice, le nouveau Premier ministre Navin Khamougolam a prêté serment et il s'est engagé à redresser l'économie du pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 17 novembre 2024. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dimanche prochain, ce sera le 24 novembre 2024. D'ici là, portez-vous bien et passez une très excellente semaine. Au revoir.